puisse s'asseoir. La prochaine conférence, j'ai vraiment hâte de la voir. Et je sais pourquoi la plupart d'entre vous sont ici. Parce que moi aussi, j'ai vraiment hâte. Moi aussi, j'ai une Game Boy. Et je suis super fier. Et je l'ai toujours dans mon appartement. Et puis de temps en temps, je la sors. Bon, la plupart du temps, j'utilise comme un émulateur. Et j'ai encore des ROM, des cartouches que j'en ai encore chez moi. C'est comme ça que c'est censé marcher, non? Alors j'ai vraiment hâte de cette conférence. Alors moi, mon jeu préféré sur la Game Boy, c'était le premier. Pour qu'on soit clair. La première Game Boy. C'était Mega Man 2, Mario Land et le Stick West. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est que vous ne me connaissez pas assez bien. Alors, pour cette conférence, c'est la conférence ultime sur la Game Boy. Et j'ai vraiment hâte. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a Michael Style comme présentateur. Il avait aussi une super conférence au CCC 25. Et donc, il va nous faire une deuxième conférence aujourd'hui. La plupart du temps, la journée, il travaille sur des systèmes d'exploitation. Avant ça, la nuit, il travaille sur des systèmes obsolètes. Et dans sa vie d'avant, il travaillait sur des consoles de jeux. Il hackait les consoles de jeux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Michael Style. C'est la conférence ultime sur la Game Boy. Alors, l'idée de cette conférence, c'est de pouvoir parler le plus possible de tous les détails hardware sur la Game Boy, le plus possible que je peux mettre en 60 minutes. Alors, j'ai à peu près 200 slides et à peu près et plein de gens ont aidé. Alors bon, ce sera très intense, mais on va commencer très vite. Alors, cette conférence, ça fait partie d'une série de conférences que j'ai commencé avec le Commodore 64, ensuite le Atari, ensuite le Galaxia. Donc maintenant, c'est mon tour. Après toutes ces conférences, encore mon tour. Et donc, j'ai décidé de faire ça sur la Game Boy. Alors, pourquoi la Game Boy est si intéressante? Parce que au final, ils ont sorti plein de systèmes différents. Ils ont fait la Game Boy Advance, sans même compter la Game Boy Micro. Alors au final, ils ont sorti 197 millions de systèmes et ils ont sorti plus de 1049 jeux différents. Et de 1989 à 2003, ils ont sorti plein de jeux. Ils ont mis plein de jeux en 8 bits. Ça fait beaucoup de jeux en toutes ces années. Il y a aussi de la compétition, bien sûr, à l'époque de la Game Boy. Il y a eu la Atari Lynx, il y a la Game Gear et la Turbo Express. Alors, la chose en commun qu'elles avaient, c'était le fait qu'elles avaient un écran en couleur, ce qui était pas mal. Mais c'était aussi le temps de batterie qui tenait vraiment pas longtemps. Ça tenait une dizaine d'heures. Mais bon, ça avait un écran qui ressemblait à ça et on pouvait jouer directement dès qu'on le commençait. Il y a plein de modèles de Game Boy. Le premier design qui a été produit le plus longtemps était le DMG, qui veut dire Dot Matrix Game, donc matrice de jeu à points. Après ça, ils ont fait ça un écran plus petit et bien meilleur. Après ça, ils ont fait une Game Boy Light qui a été sortie au Japon. Et ensuite, ils ont fait la Color, qui avait beaucoup plus de RAM, 2 fois plus de RAM et des couleurs, bien sûr. Ensuite, ils ont sorti la Game Boy Advance. C'était complètement différent. L'architecture était vraiment différente. C'était un CPU, un processeur ARM. Mais les jeux étaient toujours compatibles avec les anciens jeux. Alors, il y a 2 modèles qui existent. Si vous voulez, si quelqu'un voulait prendre le AGS 101, qui a un rétroéclairage au lieu d'un éclairage par le devant. Ce que vous pouvez voir, c'est que Nintendo était déjà en avance sur ce jeu. Non seulement ils ont fait une version qui était en or rosé, mais ils ont aussi fait un adaptateur pour pouvoir brancher des écouteurs.
Si vous voulez jouer à des jeux Game Boy sur une télé normale, il y a deux façons pour ça, avec les Super Game Boy. Alors le premier jouait pas les jeux suffisamment vite. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième génération. Il y a aussi le Game Boy Player qui peut fonctionner avec une GameCube. L'idée du Game Boy Player, c'est juste que ça envoie ses propres pixels dans le système sur lequel il est accroché, et ça c'est envoyé sur l'écran. Alors à quoi ça ressemble? Vous avez un indicateur de batterie, un joypad, un speaker, un haut-parleur. Vous aviez des écouteurs, un link connecteur pour pouvoir connecter plusieurs Game Boy ensemble, et un endroit pour mettre le Game Pack, un endroit pour mettre la batterie, un endroit pour mettre le jeu. Et c'est à ça que ressemblaient les jeux. C'est dessus qu'il y a une ROM, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Parlons des specs. Alors, les spécifications sont un peu compliquées parce qu'il y a différentes générations de Game Boy, mais on va comparer avec d'autres consoles. Alors, le CPU sur la Game Boy fait 1 MHz. Les gens sont pas d'accord et disent souvent non, c'est 4 MHz. Mais je vais expliquer un peu ce que je veux dire quand je dis que c'est 1 MHz. Alors, il y avait 8 kilooctets de RAM, ce qui était plutôt pas mal pour des jeux de ce style-là. La VRAM la RAM vidéo est de 8 kg, ce qui est pas énorme. La résolution est de 160 par 144. Il peut faire jusqu'à 4 couleurs simultanées, donc c'est 4 niveaux de gris. Jusqu'à 10 sprites par ligne. Si vous comparez tout ça aux autres systèmes ici, c'est clair que la Game Boy est bien plus avancée que par exemple un Atari 2600, mais que c'est très en dessous d'une Super Nintendo. Donc, c'est un petit peu quelque part entre une Super Nintendo et un Commodore 64. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la NES et le Commodore 64 ont été sortis dans les années début des années 80, et la Game Boy est de 1989. Et ça, c'est quand même une console qui a été supportée et qui sortait jusqu'en 2009. Donc, c'est pour montrer que c'est quand même un très bon système, et c'était le tout dernier des systèmes 8 bits qui est resté en usage commun. Alors, parlons de l'intérieur. Ce qu'on voit à droite, c'est pas très intéressant. Si on regarde de devant, par contre, c'est là où on connecte l'écran LCD. Voilà où on met le haut-parleur, voilà où on met les boutons. Par contre, ce qu'on voit sur l'arrière, c'est bien plus intéressant. C'est là où on peut voir 3 puces. Donc ça, c'est sur une DMG, la board originale des Game Boy. Donc il y a 2 puces RAM, une pour la RAM du CPU, une pour la RAM vidéo. Et ça, c'est donc le CPU. On appelle ça le DMG CPU. Et c'est un SoC, un System on Chip. Donc là où vous attendriez d'habitude à avoir pas mal de puces sur un système comme ça, de ce genre-là, ici il y en a un seul et tout est intégré dans ce SoC. Comparons ça avec d'autres boards, d'autres consoles. Donc ça c'est la Super Game Boy, il y a plus de puces, mais ça ressemble quand même beaucoup. La Game Boy Pocket, qui est un petit peu plus optimisée, qui a seulement une puce de RAM pour les 2 usages. La Game Boy Light est pas différente, c'est un autre MGB de la série MGB, comme la Game Boy Pocket, mais avec un rétroéclairage. Et le Super Game Boy 2, qui est basé sur la Game Boy Pocket. Et voilà à quoi ressemble une Game Boy Color. Tous avaient cette puce gigantesque au milieu qui fait à peu près tout. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un peu spécial, vous le reconnaissez peut-être pas à partir des écritures. Ça s'appelle la GB Boy. Alors il y a eu plein d'entreprises qui ont essayé de cloner la Game Boy. Et ce modèle en particulier, c'est un clone parfait qui a été fait en décapant et en photographant et en refaisant le masque du SoC original de la Game Boy. Donc ça, c'est une Game Boy chinoise que vous pouvez toujours acheter aujourd'hui pour 30-40 $ sur eBay. Alors, c'est un petit peu dommage parce que le Quartz est 30% trop rapide, donc aucun jeu n'est jouable dessus. Reparlons des puces, enfin des boards. Donc le DMG CPU, c'est celui qui nous intéresse ici. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc on a d'abord un cœur de CPU, un contrôleur d'interruption, vous attendez à ça, et tous les périphériques, toutes l'IO, par exemple pour le joypad, pour le port série pour le câble Link, et un contrôleur de son. Donc parlons d'abord du CPU, du processeur. Historiquement, à la base, la Game Boy est sortie entre la NES et la Super NES, Super Nintendo. La NES venait avec un processeur 6502. La Super NES venait avec un 65816, qui est la version 16 bits du 6502. La Game Boy, elle est sortie donc logiquement avec un Sharp LR35902. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Sharp LR35902? Ça ressemble pas du tout à une 6502. Ça ressemble un petit peu à une Intel 8080 et à un Zilog Z80. Alors ça c'est intéressant parce que le Intel 8080 c'était utilisé dans le Altair 1800, le premier ordinateur pour lequel Bill Gates a créé des logiciels pour. Et
l'MSI 8080 qui ne contenait pas de 6502. Donc, si vous regardez les fonctionnalités d'un Intel 8080 et les fonctionnalités d'un Z80, vous pouvez voir comment ça ressemble. Donc, le Z80 est rétrocompatible avec le 8080. Et voilà les fonctionnalités du CPU de la Game Boy. Donc, le cœur de l'architecture est identique à ce qu'on trouvait dans le 8080. Que ce soit les registres, l'encodage d'instructions, tout ça c'est pareil. Mais il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas supportées. Mais ça supporte quelques fonctionnalités du Z80, mais pas la plupart d'entre elles. Et en plus de ça, il y a d'autres fonctionnalités en plus. Alors, on va lister tout ça. Parlons du cœur de l'architecture d'un 8080. Il a ses registres, il y a des accumulateurs, donc ça c'est des registres un petit peu spéciaux, on peut faire cette opération logique qu'on ne peut pas faire avec d'autres registres. Un registre de flag, donc il y a des flags dedans, le 0 et le carry. Sur la Game Boy, on n'utilise que ça, le reste est utilisé normalement pour l'ajustement des décimaux. Et ce qui est bien avec les registres ici, c'est qu'on peut combiner par exemple B et C en BC ou DE en DE. Donc on a 16 registres qu'on peut utiliser comme des pointeurs. Donc, au total, on a 4 registres à 16 bits qui peuvent faire des choses spéciales et 7 registres qui peuvent être utilisés pour des choses spécifiques, comme par exemple l'emplacement en mémoire vers lequel le registre HL est en train de pointer. Donc ça peut être utilisé comme offset et ça peut être utilisé dans n'importe quelle instruction. Ça, c'est pas mal. Donc voilà les instructions. De le chargement load store, c'est plutôt classique. On peut stocker des immédiats, des directs. La stack marche par 16 bits par 16 bits. On ne peut pusher que des données de 16 bits. Voici toute la partie arithmétique et logique. La plupart peuvent être faits sur du 16 bits, sauf incrémentation et décrémentation qui peuvent être faits que sur du 8 bits. Des instructions de rotation, contrôle de flux, pour sauter, retourner, saut conditionnel, et puis quelques instructions un petit peu spéciales, comme par exemple pour changer le flag de carry, NOP, arrêter, et pour activer, désactiver les interruptions. Alors comment ça marche, les interruptions? Sur la plupart des systèmes de cette époque, il y a généralement un vecteur d'interruption. Mais dans le cas de cette console, c'est pas un vecteur et c'est pas forcément un. Au lieu de sauter à partir d'un vecteur, on saute à un emplacement qui est fixé au début de la RAM, et pour différents types d'interruptions, on saute à des endroits différents. Donc, il y a aussi une notion d'interruption software. On peut sauter à cet endroit-là avec des instructions spéciales. Et l'IRQ0, c'est un peu spécial. C'est la même chose qu'un reset. Quand vous allumez un CPU 8080, ça commence à l'emplacement 0. Donc, parlons des fonctionnalités de 8080 qui ne sont pas supportées. Donc ça, c'était les flags de la Game Boy, et ça, c'est les flags en vrai sur le 8080. Il y a 2 flags, le flag de signe qui est assez utile et le flag de parité qui n'est pas utile du tout. Donc ça, c'est des flags qui ne sont pas supportés. Voilà les instructions qui ne sont pas supportées non plus. Pour des raisons quelconques, ils ont décidé de ne pas implémenter ça. Tout ce qui est les instructions d'IO sur les ports, vous connaissez peut-être ça à partir des 8086. Ici, il n'y en a pas. À la place, on utilise de l'IO qui est mappé en mémoire. Le Z80 a beaucoup d'instructions de rotation et de shift et de test et de set de bits. Tout ça, c'est supporté. Ça supporte aussi les instructions de saut relatif, qui sont des sauts un petit peu plus optimisés, et le retour depuis interruption. Voilà tout ce qui est supporté. Tout ce qui n'est pas supporté, c'est tout ce qui est intéressant sur un Z80, un set de registres supplémentaires, des registres en plus, des instructions pour utiliser ces registres, des registres alternatifs, des instructions pour copier de la mémoire, des instructions arithmétiques, mais il y a quelques fonctionnalités à la place qui peuvent remplacer une partie de ça. Par exemple, on a des instructions d'incrémentation ou de décrémentation avant ou après une instruction. Si vous voulez accéder à une partie en mémoire, vous pouvez pré-incrémenter ou post-incrémenter le registre de pointeur HL. Alors, parlons des fonctionnalités. Une fonctionnalité, c'est que la page 0, c'est pas la première, c'est la dernière page en mémoire. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une instruction qui est optimisée, qui permet d'accéder à la mémoire qui est dans cette page qui est à la fin de la RAM. Alors, dans ce cas, au lieu de charger de la page FF0, donc qui est à la fin, on peut l'écrire comme ça, et ça prend que 2 octets et 3 cycles, au lieu de 4 cycles. Donc, il y a des instructions de stack, et ça c'est critique. Ils ont ajouté quelques instructions pour stocker des données en RAM, des instructions pour échanger des morceaux de
de données et une instruction qui permet d'économiser de la puissance. Donc là, voilà un jeu d'instructions, et ça, vous pouvez vous dire, en regardant le code couleur, que ces instructions sont assez orthogonales. Il y a aussi quelques opcodes qui sont pas là-dedans, parce qu'ils crashent le système, donc ça, c'est un design intéressant. Par exemple, voilà l'opcode CB, et ça, c'est un préfixe qui donne accès à nouveau 26 opcodes supplémentaires. Donc ça, c'est une notion qui a été empruntée au Z80, par exemple, c'est là-dedans qu'on peut trouver aussi l'instruction swap qui a été ajoutée sur le CPU de la Game Boy. Parlons de ces instructions-là aussi. Donc ça, c'est pour charger depuis une adresse fixe, un load depuis une adresse fixe. Ça dit que ça prend 3 octets et 16 cycles d'horloge à 4 MHz. Alors, l'Internet n'est pas d'accord pour ça. Est-ce qu'on devrait parler de 4 MHz ou 1 MHz? Parce que toutes les durées d'horloge sont divisibles par 4. Ça, c'est parce que tout le système est limité par l'accès en mémoire. Donc, il peut calculer que aussi vite que les accès mémoire sont possibles. Donc, c'est-à-dire que pour y dire que c'est un CPU qui tourne à 1 MHz et que ça prend 4 cycles d'horloge pour exécuter cette information, pour exécuter cette instruction. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de comparer cette instruction sur ce système à d'autres systèmes. Donc, c'est pour ça que on dit que le CPU fait 4 MHz, mais en vrai, comme la RAM est à 1 MHz, le PPU, celui qui écrit les pixels sur l'écran, est à 4 MHz, et il est connecté à la RAM vidéo qui, elle, tourne à 2 MHz. Donc c'est assez compliqué, parce que le système n'est pas complètement à la même fréquence, mais en général, la plupart de ces nombres peuvent être exprimés sous forme de 1 MHz. Donc, mais pour être exact, c'est pas vraiment 1 MHz, c'est un MIBHz, c'est-à-dire 1024 fois 1024 Hz. Donc, ils ne sont pas basés sur la base 10, ils sont basés sur la base 2. C'est joli. Et donc, maintenant, quand je parle de cycles, je veux dire les cycles de la machine, c'est-à-dire la machine entière à 1 MHz. Donc, voilà le CPU. C'est un CPU 16 bits en natif qui a 8 bits d'espace d'adressage à cause du pointeur. Donc, voilà les 64 kilos. C'est tout ce qu'il peut voir. Alors, les premiers 8 kilos, c'est la ROM, ça vient directement de la cartouche qu'on met dedans. On a une home ROM, dont on parlera plus tard, la RAM vidéo qui est mappée ici, une RAM externe qui peut optionnellement être montée ici, la RAM interne. Et ici, on commence à avoir un peu plus de trucs vers la fin. On peut voir qu'il y a une nouvelle page de RAM OAM, qui est une RAM vidéo avec un but spécial, c'est distinct de la RAM vidéo normale, on en parlera plus tard. La dernière page, qui est la page 0, contient toutes les informations d'IO pour les périphériques, comme par exemple le son, la vidéo. Et tout à la fin, on a de la HRAM, qui est distincte du reste de la RAM. Donc ça veut dire que les jeux peuvent uniquement avoir 32 kilooctets. Alors, il y a des jeux qui ont besoin que de ça. Tetris marche très bien sur 32 kilooctets. C'est plutôt simple à fabriquer. Mais d'autres jeux peuvent avoir besoin... Alors, il n'y a pas de limite théorique, mais il y a des jeux qui vont jusqu'à 2 mégaoctets. Celui-ci, par exemple, à 128 kilooctets. La façon de faire ça, c'est d'avoir un contrôleur de mémoire qui est ajouté sur la cartouche et ce contrôleur peut changer les banques de mémoire. Et ça, c'est assez commun dans ce genre de système. Alors, ces contrôleurs de mémoire peuvent être assez différents, mais la plupart d'entre eux marchent de cette façon-là. La banque la plus basse est toujours mappée à la ROM en banque 0, et les 16 kilooctets au-dessus sont mappés à la banque qui va bien pour le moment, la banque 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est contrôlé en écrivant des valeurs magiques à des adresses en ROM. Ça va être intercepté par le contrôleur et il va échanger les banques. Alors, c'est aussi pour ça qu'on a une RAM externe. La cartouche peut par exemple exposer une RAM externe, par exemple pour faire des sauvegardes, une RAM qui est alimentée par une batterie. Et ça permet d'enregistrer les jeux. Et c'est pareil, il peut y avoir plusieurs banques, même modèle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La RAM, la boot ROM, la ROM de démarrage. Quand le CPU démarre avec cette adresse 0 en mémoire, la boot ROM, c'est ce qui fait ça, ce qui dessine ça, et qui fait le petit ding. Alors, cette boot ROM contient ça. Ça a pris un certain temps avant que ce dump soit extrait. C'était assez difficile. Donc voilà, ça c'est la ROM complète. Ça initialise la RAM, le son, ça affiche le logo. Enfin, ça prépare le logo, ça décode le logo, ça scrolle dans le logo, ça joue le petit son. Et ça, c'est intéressant, ça compare le logo, parce que les jeux ont besoin d'avoir une copie de ce logo. Si cette copie ne marche pas, le jeu ne se lance pas. Alors ça permet de contrôler quels jeux sont autorisés sur cette plateforme.
Ça permet d'éviter les jeux qui sont des violations de copyright, mais aussi des violations de marque déposée. Si vous n'avez pas le bon logo, c'est une violation de marque déposée. Après ça, vous avez une vérification des headers pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de souffler sur les pins du connecteur de la cartouche. Et ensuite, on saute sur la ROM et on continue l'exécution là-bas. Alors, ce logo, il est affiché à partir de la cartouche. C'est-à-dire que si vous démarrez un logo sans la cartouche, vous verrez ça. Mais ça ne veut pas dire qu'une application ou un jeu peut mettre n'importe quel logo là-dedans. Parce que ça peut être comparé et à ce moment-là, ça ne démarrerait pas. Et grâce à ça, en fait, il n'y a pas vraiment de clean-up, c'est pas vraiment vérifié. Donc, il y a certains jeux qui ont hacké, qui ont rajouté des petits personnages, tout ce qui est autour, ils pouvaient jouer avec, en fait. Le Nintendo logo est sur l'écran, c'est ce qui compte. Donc, on peut faire autre chose maintenant avec. C'est plutôt pas mal. Alors, quand ça load jusqu'à la dernière inscription, et c'est l'instruction qui éteint le boot ROM. Alors au final, la première page de la RAM est utilisée pour afficher les données du jeu. Donc ça continue à tourner jusqu'à la prochaine instruction du jeu. Et justement, il y a souvent un saut ici, parce qu'il y a un header qui est placé à cet endroit-là. Et ce header contient le logo Nintendo et le checksum parce que c'est très important pour checker la data, mais au final le jeu ne vérifie pas le reste. Donc après ça, on peut vraiment avoir les données du jeu. Alors une autre chose qu'on n'a pas regardé, c'est entrée-sortie, qui est la dernière page du système. C'est la page 0, c'est la page qu'on peut accéder très facilement. Alors les tout premiers 21 ici sont la RAM externe et le reste, on peut voir les différents devices qu'on voit là. Ça, c'est tous les registres qu'il y a dans le système. On peut voir le serial, timer. Donc tout ça, ce sont tous les composants dont on va parler maintenant. Alors le joypad input, c'est vraiment facile. On voit toutes les entrées qu'on peut avoir. Donc il y a 4 boutons et 4 directions. Donc on pourrait se dire, on peut avoir 8 entrées sorties. Mais en fait, on peut le faire avec 6 entrées sorties parce que c'est 2 colonnes avec 3 lignes. Donc on peut tester directement avec ces lignes-là et on peut voir directement les boutons qui ont été pressés. Donc on peut le faire avec juste 6. Donc c'est plutôt simple, il n'y a que ça. Donc, serial data, le transfert de data, on peut directement le faire avec un lien, un link cable, comme vous avez pu voir. Alors, il y en a un qui va dans une direction et une pour l'information qui va dans l'autre sens. Et il y en aura il y a un câble aussi qui sera utilisé pour les cycles d'horloge. On doit savoir lequel envoie l'horloge et lequel reçoit l'horloge. Alors, c'est toujours à 8 kHz et ce qui reçoit les cycles d'horloge peut être n'importe quoi. À partir du moment où le transfert commence, les 2 cycles d'horloge vont toujours en même temps sur les 2 câbles. Alors, le timer, il y aura toujours qu'un seul timer sur le système. Le TMS, le registre TMS, c'est là où on met la valeur de départ et c'est là où on peut sélectionner les différentes vitesses. Quand on commence, ça monte jusqu'à ce que ça overflow et quand ça overflow, en fait, ça reload le module et ça peut générer une interruption. Alors là, on parle d'interruption, il y a aussi un contrôleur d'interruption. Il y en a 4 différents de registres pour gérer ça. On va parler de ça plus tard. On a vu le timer déjà. On a vu parler du serial et du joypad et du timer. Alors, ça c'est un autre register, le flag register, sur lequel on peut savoir lequel interruption est encore en attente. Donc ça, ce sont toutes les adresses sur lesquelles ils peuvent sauter. Donc on n'a pas besoin de savoir lequel c'est parce qu'en fait, il sait les différentes locations sur lesquelles il peut aller. Alors, le contrôleur de son. Le contrôleur de son, il y a aucun autre qui a autant de registres. Il y a énormément de registres pour le son. Alors, on peut regarder les registres pour le son. Il y a 4 voix différents et ils ont 5 registres chacun. Et donc, les registres ont une signification différente. Alors, les significations des 4 voix ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a 2 qui sont à peu près les mêmes. C'est la pulse et l'autre qui est la voix et l'autre qui est le bruit. Donc, si on regarde les bits ici, ils sont similaires, mais ils ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est ce qui permet de savoir lequel est lequel. On peut regarder ceux qui sont en commun, donc toutes les voices
les voix vont avoir le trigger, donc celui qui va le lancer. On peut les tourner, on peut les allumer tous ensemble, mais il y a aussi celui de la longueur, et donc on peut éteindre celui-là après quelques secondes. Donc on peut regarder celui de la wave, donc la vague, la onde. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment lancer n'importe quel son d'onde. Il y a 32 entrées de 4 bits chacun. Et on peut, dans tous ces slots, on peut ranger toutes ces informations. Donc on peut par exemple créer ce son-là, qui est plutôt facile, c'est une onde plutôt facile. On peut aussi avoir ce signe-là, un sinus, où on peut faire n'importe quoi au final. N'importe quelle onde. Donc c'est plutôt flexible. Puis ensuite, il y a la fréquence qui peut permettre le pitch, et plus 2 pour le volume, donc 100%, 20%, où on peut le couper carrément. Les deux autres, c'est la pulse, donc sont très similaires. Tous ces bits sont les mêmes et réagissent de la même façon. On ne peut pas vraiment faire la forme de l'onde, ça va toujours être une pulse, c'est soit haut, soit bas, et des ratios différents. Mais ces 2 bits définissent le ratio entre haut et bas, donc il n'y a que ça. Donc ça c'est 12,5 pour le haut, et le reste est plus bas. Et là c'est 25%, là 50%. Et 75%, c'est exactement la même chose que 25%. 25%, mais c'est juste inversé. Donc, on peut faire avec ces 2 registres, mais on peut aussi utiliser le volume sweep. Comme ça, on peut utiliser le volume qui va plus fort ou moins fort. Alors, c'est assez standard d'utiliser ça pour les instruments, où on peut aller un peu plus fort avec les volumes. Ça fait un effet intéressant. Et le premier de la pulse, des 2 pulses, a ce concept de volume pulse. Et grâce à ça, on peut aller plus haut ou on peut aller plus bas. Donc on peut voir que c'est vraiment juste pour des effets de son. Donc voilà quelques effets qu'on peut faire avec. C'est ce qu'on peut faire avec tous ces registres. Et donc il y a aussi le 4e voix qui peut aussi faire du bruit. Donc ça c'est juste pour faire des nombres aléatoires. Donc selon si c'est en mode 7 bits ou en mode 8 bits, on peut pouvoir faire 2 types d'ondes différentes. Donc ça c'est 15 et 7. Donc c'était 15 et 7. Donc ces registres, voilà, donc encore tous les registres qu'on a, une deuxième fois, les voix. Donc ces registres-là, on en a pour le canal droite et gauche. Alors, ils ont chacun leur propre contrôleur audio avec un signal analogue, mais les jeux n'ont jamais vraiment utilisé ça. Il y a aussi un autre registre ici pour dire est-ce que la voix doit être à droite ou à gauche ou sur les deux ou sur aucun. Et ça, c'est celui pour la batterie, pour dire si c'est allumé ou éteint le son. C'est pour gagner de la batterie. Alors, les sons de Game Boy ne sont pas utilisés que pour les jeux. Il y a encore des gens qui font de la musique avec. Donc, par exemple, il y a Sound DJ qui est encore utilisé aujourd'hui pour faire de la musique. Alors, on va parler de l'unité qui s'occupe des pixels. Alors, cette unité, ça s'occupe de faire les graphismes et ça n'a pas beaucoup de registres, mais au final, on va regarder les spécifications. Alors, 160 par 144 pixels, c'est pas beaucoup. Il n'y a que 4 nuances de gris, ce qui est pas beaucoup. Au final, ça faisait plutôt des nuances de vert au final. Mais les Game Boy après, c'est un peu mieux. C'est des tiles qui sont séparés. Et
il y a 8 kilobits de RAM. Alors, ce que je veux dire par des tiles de 8 par 8, si on regarde Texas, par exemple, on peut voir que tout est basé sur ces blocs. Et pareil, sur Zelda, on peut voir qu'il y a ce pattern qui se répète et tout est aligné. Pareil pour Super Mario, c'est encore plus évident. Surtout parce qu'on voit beaucoup ces différentes tiles. Ça se voit même sur Donkey Kong, au final. Si on met la grille, on peut vraiment voir les répétitions qui sont sur cette grille. Ils ont bien caché, mais ça, au final, on le voit quand même. Comme dans certains jeux, on peut le voir directement et ils jouent avec ce concept de tile. Alors, qu'est-ce que c'est une tile? Alors, une tile, c'est 8 par 8 pixels avec 4 couleurs comme le reste du système. Ces couleurs sont encodées 00, 01, 10, 11. Donc, on va afficher ça sur les pixels. Donc, on peut voir comment on fait. Si on regarde la première ligne ici, donc ça va être 02 ou FF en hexadécimal. Donc, on peut décrire du coup directement la grille avec ces nombres hexadécimaux. Donc, ça ne fait pas forcément du sens, c'est l'ordre de cette palette. On peut choisir ce qu'on veut au final. Il y a 2 bits qui sont storés pour afficher ça. Et donc, les couleurs natives sont 00, c'est blanc, et noir, c'est 1, 1. 00, c'est noir, et 1, 1, c'est blanc, ou l'inverse. On peut voir que ça fait des effets directement comme ça. Il y a 256 tiles dans le système. Donc, est-ce que vous reconnaissez celle-là, par exemple? Alors, ça, c'est Tetris. Si vous les reconnaissez pas, les petits personnages à la fin, c'est que vous n'avez pas encore fini le jeu Tetris. Ça, c'est Zelda. Et ça, c'est Super Mario Land, qui en utilise pas beaucoup, juste 128. Est-ce que vous reconnaissez ça? Alors, on va les utiliser pour afficher quelque chose. C'est un jeu de tennis. C'est 20 par 18 tiles pour afficher l'écran. Mais c'est pas tout ce qu'il y a parce qu'au final, dans la vidéo, il y en a 32 par 32. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on voit le fond complet. Et en fait, ce qu'on voit, c'est juste un point de vue sur ce fond complet. Donc, c'est 32 par 32 et c'est sur 256 par 256 pixels, ce qui est plutôt pratique. Et en fait, c'est facile, on peut juste bouger cette vue autour. Donc, en pratique, on peut le voir. Et on peut voir sur le background, sur cette image, on peut voir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, c'est vraiment une caméra, au final, qui se balade dessus, sur une map de 32 par 32. Alors, ça, c'est pour les jeux qui sont par 32 par 32. Mais sur les jeux infinis, par exemple, comme Super Mario, alors, on peut avoir toutes ces colonnes et on peut le bouger comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin? Alors, en fait, ça va repartir au début, en fait. Et si on redessine les colonnes assez vite, au final, on peut avoir un monde infini et ça se voit pas. Donc, on peut le voir très clairement sur l'écran qu'on voit qui n'est pas affiché, que je vous affiche à droite. On peut voir les colonnes et on peut voir que ça marche bien. Donc, par exemple, sur Donkey Kong, on peut le voir aussi. Alors ça utilise les colonnes directement. Ça les utilise là où ça va aller. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Alors, ça, c'est juste un calque qu'on peut voir juste là. Donc ça, c'est juste le fond. Et donc, il y a aussi un autre calque qu'on peut mettre par-dessus. Et ça peut se mettre à la position X ou Y et ça va le dessiner ici. Alors, il n'y a pas vraiment de transparence, de concept de transparence. C'est vraiment juste, tu le mets à un endroit ou à un autre. Et ça dépend des paramètres de scrolling. Donc, par exemple, si on affiche le score, c'est là comme ça qu'on va utiliser, par exemple. Donc, c'est très facile pour les jeux. On peut aussi le mettre sur la droite. Donc, ça, c'est des jeux de Game Boy Color, mais c'est pareil, ça marcherait aussi sur l'ancienne Game Boy. Alors, il y a aussi un autre calque en plus que ça, qui est les sprites. Les sprites, c'est les petits objets qui sont sur l'écran qui ne rentrent pas sur le 8 par 8 et on peut les positionner comme on veut. Donc, on a plusieurs registres pour ça. Ils appellent ça des OBJ, mais bon, nous, on a appelé ça ces sprites parce que tout le monde dit sprite. Alors, tous les sprites dans ce système sont mis dans le OAM, donc la map d'attributs des objets, et il a toutes ces valeurs. Alors, une d'entre elles, c'est la position X. Si on le met tout en haut, tout à gauche de l'écran, on peut se dire que c'est 0. Alors, pourquoi c'est 8? Parce qu'en fait, si on le met à 0, eh ben, c'est pas visible. Et si on le met à 0, c'est encore moins visible.
Donc il faut en fait, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est pour pouvoir faire rentrer des objets directement. Alors, la position où on le voit complètement, c'est 16. Parce que ça peut aller jusqu'à 16 pixels de hauteur. Donc c'est une position naturelle. Ici, par exemple, ce qu'on peut regarder, c'est à quoi ça devrait ressembler. Donc c'est toujours 8 par 8, c'est le même encodage. Donc ça code 00 pour la transparence. Et donc c'est le même encodage, c'est le même genre de tiles. Et il y a aussi 32 par 32, donc comme l'autre. Et on peut voir que ici, celui-là est positionné ici sur la grille. Donc ici, il y a aussi le bit qui permet de flip. Alors, il y en a un qui est à droite, on peut l'afficher à horizontal ou vertical. C'est pour ça qu'il y a deux flips, X et Y. Et si on le flip horizontalement, on peut voir qu'il est mort. Alors, le prochain bit, c'est la palette. Alors, une combinaison de bits, ça parle de transparence. Donc, au final, il ne reste plus que 3. Et c'est pas bon. Donc, il voulait plus forcer les 3 couleurs. Donc, pour les sprites, plutôt que d'avoir qu'une couleur sur 3, il voulait qu'on puisse utiliser toutes les couleurs. Donc, ils ont fait 2 palettes, en fait, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce flag pour est-ce que c'est la palette 0 ou la palette 1 pour pouvoir avoir accès à toutes les couleurs. Et c'est comme ça que ça ressemblerait si on les changeait. Alors, il y a un bit qui est pour la priorité. Alors, c'est pour savoir si comment ça s'affiche par rapport au fond. Alors, ça va s'afficher au-dessus de ces pixels. Et voilà, ça s'affichera du coup derrière les blancs. C'est pas forcément blanc au final. C'est pour ça qu'existe la palette. C'est parce que c'est la palette qui a 0. Donc, si tu choisis une autre palette, alors ce serait dessiné sur une autre palette. Si on met 0, ce serait dessiné sur tout, sauf bien sûr la transparence. Alors les sprites priorité, tu peux pas décider, c'est toujours fixé. Et là, c'est parce que la position horizontale est plus bas que l'autre. Alors à partir du moment où il est plus bas, c'est celui qui gagne en fait. Ils sont dans la mémoire comme ça, et c'est celui qui s'affiche comme ça. Quand le rond va être un peu plus bas, et ben du coup, il va s'afficher plus devant. Et c'est pour ça que des fois, on voit cette espèce de clignotement dans certains jeux aussi. Il y a 40 sprites total sur l'écran. On peut en avoir 40 au total sur l'écran en même temps. Et par ligne, on peut en afficher que 10. Donc, si on a 11 ici, on peut voir que ceux-là, par exemple, ne seraient pas dessinés. Ceux-là, ils ne seront jamais dessinés, même pour cette ligne et l'autre. Ceux tout à gauche sont les 11 qui seront visibles dans l'ordre que le programme a décidé. Alors, ça, c'est les entrées complètes sur OAM. Donc, voilà, sur la mémoire, une entrée OAM, c'est là où c'est stocké. Donc, il y en a 40 en tout pour les 40 sprites. Donc, c'est le OAM RAM, donc c'est la RAM dont on a parlé tout à l'heure. Ça ne fait pas partie de la vidéo RAM, mais c'est vraiment juste pour ça. Donc une autre chose que je voudrais sur les sprites, c'est que même le tout petit Mario, donc c'est vraiment le plus petit, il est quand même trop grand pour les 4. Donc on peut le faire sur 4, et c'est ce que le jeu fait. Mais il y a aussi un autre mode sur lequel on peut avoir des sprites de 8 par 16. Donc c'est comme ça qu'ils font pour celui-là. Donc on a vu les différents calques. Il y a encore une autre chose qu'on peut faire, c'est complètement éteindre l'écran. Et donc ça, c'est une autre couleur en fait. C'est un peu plus clair que blanc. Bon, c'est pas très utile parce qu'il faut complètement éteindre l'écran. Donc si on éteint si on allume l'écran, alors du coup ça devient autre chose. Là, on peut remplacer encore pour gris. Donc on peut afficher une vidéo par-dessus. Et donc on peut afficher les deux. Et on voit pas vraiment de différence. Le sprite ne s'affiche pas différemment. Donc on voit pas vraiment de différence sur le sprite. Donc comment ça marche avec la VRAM, donc la memory map? Alors il y en a 4 pour les sprites, 4 pour le background et 1 pour le background map. Et il y en a aussi 1 kilobyte pour la map window. Mais c'est pas vraiment le plus efficace, mais bon, c'est ça qu'ils l'ont fait parce que c'était plus facile. On n'a que 8 kilobits de vidéo RAM, donc si on met ça ici, si on met les sprites et les backgrounds ici, on n'a plus de place. Donc, on essaye autrement. Si on met les sprites ici, le background et le window map ici,
Où est-ce qu'on met les backgrounds? Ben, on va les faire overlap en fait. Et il y a différentes configurations ici, donc on peut avoir les 3 bits complètement overlap ou juste temporairement, ou alors on peut les bouger ou les avoir au même endroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire overlap au final? Alors ça c'est les backgrounds et c'est le sprite, donc ils sont même stockés dans le même format, donc 8 par pixel, et donc ils peuvent partager les mêmes tiles. Mais on peut aussi les afficher comme ça, donc si on affiche le premier et le dernier, donc le background serait 2 et ceux de milieu seraient utilisés par les deux du coup. Donc Super Mario par exemple ici, on peut voir que les 2 premiers tiers sont utilisés pour les tiers et que les derniers par contre sont utilisés pour le fond. Prochaine étape, le timing vertical. Alors, comme dans les écrans CRT, voilà comment un écran CRT affiche son image. Bon, là, c'est forcément très ralenti. Ça les écrit de haut en bas, de gauche à droite. Et même chose sur la Game Boy. Ça continue à écrire l'image 60 fois par seconde, de haut en bas, ligne par ligne, de gauche à droite. Alors ça a été fait parce qu'ils... Ça n'a pas été fait parce qu'ils ont réutilisé des anciens composants. Ils ont complètement reconçu le système, mais bon, ils voulaient quand même avoir un écran qui se rafraîchissait 60 fois par seconde, donc ils l'ont fait comme ça. Et ça, c'est important à savoir si vous voulez savoir certains effets que vous ne pouvez pas forcément faire. Par exemple, vous pouvez voir ici que des morceaux différents de l'écran se comportent différemment. Et si on regarde la ligne de la ville comme ça qui défile, ce serait plus facile d'avoir ça qui défile tout seul sur le grand écran. Mais on veut seulement l'avoir qui défile sur une partie de l'écran. Donc, si vous regardez comment marchent les registres, si vous avez déjà regardé un Commodore 64, vous connaissez ce truc. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'une ligne est en train d'être dessinée. Et donc, plutôt que de simplement attendre que ça soit dessiné, on peut aussi mettre une interruption, et ça nous réveillera au moment où la ligne sera en train d'être dessinée. Donc, mettons une interruption ici, partons de la ligne 0, mettons une interruption ici à la ligne 8. Donc là, ça va commencer à écrire jusque-là, et à ce moment-là, on va commencer à afficher le scroll. Et on va mettre une interruption à 42, ligne 42, et du coup, on va continuer à dessiner avec notre mode d'affichage 23, comme ça. Puis après la ligne 42, on met un autre mode ici, jusqu'à la ligne 80 et quelques. Et ensuite, on dessine le dessin, qui lui n'a aucun type de défilement. Et ensuite, on fait la même chose pour le prochain affichage à nouveau. Alors, dans cet exemple, c'est pas forcément qu'en fonction du scrolling horizontal. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui est en haut à droite, c'est une fenêtre. On en a parlé avant. Les fenêtres s'affichent à partir d'un endroit donné, vers la droite et jusqu'en bas de l'écran. Ça ne peut pas s'afficher que sur une partie de l'écran. Mais si on se déclenche à la ligne 0, on affiche la fenêtre, et quand on arrive à la ligne 40, on éteint la fenêtre. Et du coup, en dessous de la ligne 40, le PPU se dit « Fenêtre, quelle fenêtre? Il n'y a pas de fenêtre. » Et du coup, il n'en affiche pas. Et on peut voir ça dans toutes sortes de jeux. Un truc comme ça peut être fait par exemple avec les fenêtres, ça peut aussi être fait avec d'autres techniques de découpage d'écran. Si vous ne déclenchez pas seulement sur certaines lignes, mais sur toutes les lignes, vous pouvez faire un truc comme ça. Donc à gauche, vous pouvez voir ce qui s'affiche à l'écran, et à droite, vous pouvez voir ce qui est affiché dans la RAM vidéo. Si vous changez le décalage de X sur chaque ligne, voilà la courbe qui est utilisée comme fonction de transformation sur l'image, et ça, c'est simplement utilisé à chaque frame. La courbe est générée à chaque frame. Et du coup, ce qu'il y a à faire, c'est simplement que pour chaque ligne, il suffit de regarder le registre SCX qui décale du coup l'affichage. Donc, par exemple, dans cet effet pour les jeux de course, c'est plus ou moins la même chose. Voilà ce qu'on peut voir dans la RAM vidéo, c'est juste une ligne droite. Et ça, c'est déformé pendant l'exécution, pendant qu'on affiche l'image. Donc voilà, ça c'est la source, et voilà ce qu'on peut voir sur l'écran. Si on ignore les sprites ici, voilà la courbe qui est utilisée pour déformer, et voilà les offsets de SCX. Donc si on continue à mettre à jour SCX à chaque ligne, on peut le courber comme ça. On peut courber la route comme ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le milieu, il y a un pattern, et ça, c'est fait en changeant la palette toutes les quelques lignes. Et on peut même continuer et aller plus loin. Ce jeu peut carrément faire des boss dans la route, et ça, c'est fait non pas seulement en changeant le registre de scroll horizontal, mais aussi en changeant le registre de scroll vertical à chaque ligne. Donc ça permet de dupliquer des lignes et d'en passer, d'en skipper. Et si vous mettez à jour votre registre de scroll vertical au milieu d'une ligne, vous pouvez faire cet effet
ou ces gigotes là, qui se fait en 2 dimensions. Alors, allons un petit peu plus loin sur le sujet, parlons du timing horizontal. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'une ligne est en train d'être affichée? Donc, c'est pour ça qu'il y a le mode de transfert de pixels du PPU. Normalement, ça prend 43 cycles d'horloge et il y a 144 lignes. Donc, on ne peut pas imaginer qu'à la fin de la première ligne, on va commencer immédiatement à dessiner le pixel suivant de la ligne suivante, le premier pixel de la ligne suivante. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a au début de chaque ligne une recherche dans le registre, dans la RAM OM qui prend 20 cycles. Et à la fin, il y a aussi un nettoyage horizontal qui prend 51 cycles. À la fin de toutes ces lignes, il y a aussi un nettoyage vertical pendant 10 lignes. Donc faisons les calculs, 114 fois 154 cycles d'horloge à 1 MHz, ça nous fait 17 000 et quelques cycles d'horloge par écran, et ça nous fait qu'on a une fréquence de rafraîchissement de 59,7 Hz. Donc, si vous avez accès au registre du PPU, vous pouvez lire ces informations. Et le CPU a accès à ça. Alors, pourquoi est-ce que le CPU a accès à ça? On va regarder d'abord ce que font ces différents modes. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde des informations dans la RAM OM au début de chaque ligne? Pour chaque ligne, le PPU doit décider de quels sprites sont visibles pour cette ligne. Alors, on a 50 sprites disponibles dans le système et ils doivent être filtrés. Il faut trouver les sprites qui sont visibles sur cette ligne et les mettre dans un array de 10 sprites qui peuvent être visibles sur cette ligne. La logique pour ça, c'est que la position X ne peut pas être 0 parce que sinon ça ne serait pas visible. Et la ligne qu'on est en train de dessiner doit être entre la première ligne du sprite et la dernière ligne du sprite. Et si c'est le cas, c'est ajouter à la liste, à l'array des sprites qui sont visibles. Alors, dans la Game Boy originale, il y avait un bug intéressant là-dedans. Si vous faites quelques calculs que ce soit sur 16 bits avec des nombres entre FE00 et FEFF, qui est le pointeur vers la RAM OM, même si vous n'accédez pas à la RAM du tout, ça va effacer la RAM pendant la recherche dans la RAM OM. Alors, pour quelle autre raison est-ce qu'on pourrait s'intéresser à ce qui se passe là-dedans, dans le PPU? Le CPU est connecté à la RAM et le PPU est connecté à la RAM vidéo. Et la RAM OM est aussi connectée à ça. Le CPU pourrait être connecté aussi à la RAM vidéo directement, et ça permettrait d'écrire directement dans la RAM vidéo, mais on ne fait pas ça comme ça. Il faudrait une RAM vidéo qui serait double vitesse. Donc, le Commodore 64 fait ça comme ça, mais dans la Game Boy, non, il faut passer par le PPU. Donc, ça permet de dire, le PPU peut dire, non, c'est pas le moment d'écrire. Alors, ça veut dire que rien de mauvais peut se passer là-dedans, mais ceci n'est pas très utile, parce qu'il faut attendre que le PPU soit dans le bon mode pour pouvoir accéder à la RAM. Par exemple, pendant le transfert de pixels, on ne peut pas accéder à la VRAM. Par contre, pendant la recherche dans l'OAM ou dans les blancs, là, on peut accéder à la VRAM. Si vous voulez accéder à la RAM OM, vous ne pouvez pas le faire pendant la recherche OM ou pendant le transfert de pixels, parce que c'est pendant qu'on est en train de dessiner les sprites, donc le PPU a besoin de ça. Vous pouvez uniquement y accéder pendant ces moments-là. Donc, il faut faire très attention à ces moments-là pendant qu'on dessine l'écran. Donc, globalement, tout ça, c'est pas un bon moment pour le CPU. Il ne faudrait pas qu'il fasse quoi que ce soit d'important à ce moment-là. Donc, par exemple, si vous voulez bouger une nouvelle colonne dans le background, vous devriez faire ça pendant le V-blanc, là où vous avez le plus de temps tranquille. Et dans ces jeux-là, toutes ces logiques-là peuvent être faites pendant que l'écran est en train d'être dessiné. Mais un truc important, c'est qu'on ne peut pas écrire non plus de nouveaux sprites dans la RAM OM, parce qu'à ce moment-là, la RAM n'est pas accessible, l'OM n'est pas accessible. Donc, ce que font les jeux en général, c'est généralement qu'ils ont une copie de l'OM dans la RAM du CPU, et que pendant le V-blanc, ils copient cette copie dans le vrai OM. Donc, ils vont copier un bloc de ça vers l'OM, qui est à cet endroit-là. Ça, c'est pas à l'échelle, bien sûr. Alors, le CPU n'a pas besoin de faire ça lui-même. Il y a une fonction, le jeu n'a pas besoin de faire ça, mais il y a une fonction qui permet de faire exactement ça, qui permet de copier en 160 cycles un emplacement vers un autre emplacement. Et pendant cette copie, le CPU continue à tourner. Et alors, il ne peut pas accéder les données dans l'espace d'adressage d'origine de cette instruction. Donc, il faut attendre. Cette attente doit être faite autrement ailleurs. Le seul endroit où on peut le mettre, c'est pendant la HRAM, enfin dans la HRAM. Donc, c'est un bon moyen d'utiliser la HRAM. Parlons du pipeline de pixels et on va aller en profondeur là-dedans. Et donc ça, c'est de la recherche nouvelle. Il y a des choses là-dedans qui n'ont pas été divulguées au public avant. Donc, le FIFO du pixel, c'est un composant central de comment est-ce que la Game Boy dessine ses images.
on a des pixels, donc il y a des pixels sur le LCD. Il y en a déjà 5 qui sont décalés et qui sont envoyés au LCD. Donc, dans le FIFO, imaginons qu'on a ces pixels-là. Alors, pour chaque étape, pour chaque pas de 4 MHz, on décale un pixel et on l'envoie au LCD. À chaque cycle, on décale un pixel, on l'envoie au LCD. Alors là, vous pouvez voir que le bouton vert vient de devenir rouge. Et ça, c'est parce que le FIFO de pixels doit contenir au moins 8 pixels pour pouvoir envoyer des pixels. Pourquoi? On va en parler. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de balancer des nouvelles données dans le FIFO. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a un fetcher. Le fetcher, c'est celui qui va récupérer les tiles du fond. Donc, lui, il connaît la position dans la map où il va aller les chercher. Et à un cycle, il va aller lire les informations de la tile. Au cycle suivant, il va aller lire la première partie des données. Au cycle suivant, la deuxième partie des données. Ça vient de la RAM où sont les tiles. Et c'est parce que chaque ligne d'une tile fait 16 bits. C'est pour ça que ça prend 3 cycles. Et du coup, après, ça revient, ça lira les informations sur l'emplacement de la tile. Et ces données sont poussées dans le FIFO. Et ça, comme ça, le FIFO peut continuer à balancer des pixels vers le LCD. Alors, bien sûr, tout ça, ça se fait en même temps, en parallèle, parce que en même temps qu'on est en train d'ajouter ces données, le FIFO est en train de les pousser vers le LCD. Donc, le fetch peut se faire une étape, donc ça pousse, ça push, et là, on lit la première partie des données, push, push, et là, on lit la deuxième partie des données. Et à ce moment-là, ça ne peut pas mettre les données dans le FIFO, parce que le FIFO n'est pas encore vide. Donc là, le fetch attend que cet indicateur devienne rouge et que le FIFO soit idle pendant un moment, et là, il peut mettre les données dedans. C'est pour ça que si vous regardez les patterns d'accès du PPU sur la VRAM, c'est pour ça que vous pouvez voir 3 lectures à chaque cycle. Donc, le fetch pousse jusqu'à 8 pixels par 3 clocks, et ça fait une pause pendant le 4e cycle d'horloge, à moins qu'il y ait déjà de la place dans le FIFO. Le scrolling, le défilement, c'est fait très simple. Si on décale SCX par 3 pixels, les 3 pixels sont juste jetés, et le prochain pixel vient ici sur le LCD. Donc, à la fin de la ligne, ça devient intéressant, parce que ici, on veut déclencher quelque chose qu'on arrive à 160. Mais là, ça pourrait contenir les pixels qu'on ne va pas vraiment dessiner. Parce qu'on est peut-être déjà en train de charger la prochaine tile dont on se fiche ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, il se rend compte que ça a fait trop de travail, et c'est pour ça qu'on va entrer dans le mode edge blank, le blanc horizontal. Et c'est pour ça que du coup, les cycles d'horloge sont comme ça, et que ça ne prend pas forcément exactement 40 cycles d'horloge comme on peut s'attendre. Alors, pour les fenêtres, si ici, imaginons qu'on a une fenêtre qui doit s'afficher à partir de la colonne 26, eh bien quand on arrive à 26, on va arrêter, on va complètement effacer le FIFO, et le FIFO va s'arrêter, parce qu'on ne veut plus les pixels qui étaient dedans. Et là, on va du coup passer à la map des fenêtres ici, et le fetch va être redémarré. Donc il va fetcher la tile, il va fetcher la data 0, la data 1, et dès qu'il a fait ça, il peut immédiatement mettre les données dans le FIFO de pixels. Donc dès qu'on arrive à rentrer sur la fenêtre, les pixels de fenêtre sont balancés dedans. Si on arrive sur des sprites, alors là on a le comparateur. On compare, est-ce qu'on est entre la position début X et la position fin de X? Si oui, on sait qu'il y a le sprite. Alors, la première chose qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on arrête le FIFO pour qu'il arrête de pousser des pixels supplémentaires. On dit au fetch de nous récupérer une ligne du sprite. Donc là, on exécute le fetch, on récupère une ligne, et là, on le superpose avec les 8 premiers pixels, et on le mixe dedans. Et ça, c'est pour ça que le FIFO a toujours besoin d'avoir 8 pixels. C'est parce que comme ça, il peut mélanger un sprite avec les 8 prochains pixels qui vont arriver. Alors ça, c'est vraiment différent de ce qui se fait sur les autres systèmes. On pousse les pixels à une fréquence donnée jusqu'à ce qu'on arrive à une fenêtre. Quand c'est le cas, on efface le FIFO et du coup, on ne pousse pas de pixels pendant un long moment, jusqu'à ce que le FIFO ait les données de la fenêtre à nouveau. Et à ce moment-là, on peut réenvoyer des pixels. Et ça peut prendre jusqu'à 53 cycles. Ça peut être assez long. Donc ça, c'est sur un système LCD. On peut faire ça. On peut arrêter d'envoyer des pixels. Sur un système qui est basé sur du CRT, on peut pas. Donc par exemple, sur un C64, la ligne doit toujours avoir exactement 40 cycles d'horloge parce que tous les pixels qui arriveront trop tard seront décalés à droite visuellement. Donc, c'est pas complètement exact de dire qu'on a 40 cycles pour le pixel transfert. C'est généralement 43 et plus. Et le H blanc, eh ben, c'est juste le reste de la ligne. Et en pratique, ça ressemble plutôt généralement à ça.
parce que ça dépend du nombre de sprites et de background qu'on a. Alors, j'ai pas été complètement honnête à propos de comment ça marche. Et ça stocke pas réellement la couleur des pixels. Ce que ça stocke, c'est l'information originale de combinaison de bits et la source. Donc ça dit, voilà, ça c'est 9 pixels de background. Et les couleurs de pixels, le fetch, pareil, ne ramène pas non plus les couleurs de pixels. Il ramène aussi la combinaison de bits et la source de quelle palette de sprites c'était. Donc, si on mélange ces trucs-là ensemble, le sprite a la priorité 0, c'est-à-dire qu'il est dessiné au-dessus du fond d'écran. Le sprite 1 0, ça c'est transparent, donc le fond d'écran gagne. Pour cela, par contre, le sprite n'est pas transparent, donc c'est le sprite qui gagne. Et pour la dernière colonne, on voit que c'est un sprite avec palette 1, c'est transparent également, donc c'est le fond qui gagne. Faisons ça avec un autre sprite qui est au même endroit. Dans le premier cas, le sprite avec une palette 0 écrit au-dessus du fond et gagne. Et dans ce cas-ci, le nouveau sprite ne gagne pas par rapport à l'ancien sprite. Donc c'est l'ancien sprite qui va être affiché. Et c'est vrai pour tout. Et c'est pour ça que les sprites qui sont affichés à droite ne dessinent pas par-dessus les sprites qui sont plus à gauche, et vice-versa. Alors, pour appliquer les palettes, ça c'est quelque chose qui est fait tout à la fin quand les pixels sont envoyés. Donc on regarde la combinaison de bits, on convertit ça en une couleur et ça nous donne une intensité pour le LCD. On lit, on convertit, intensité, on envoie, c'est noir. Et c'est comme ça qu'on fait sur les systèmes en couleur. Donc à partir de la Super Game Boy, les jeux existants qui n'avaient pas vraiment de couleur pouvaient être colorisés. Et la façon de faire ça, c'est que les palettes qui existaient pouvaient devenir du RGB. Tout le reste dans le système reste identique. Mais dès qu'on décale ça, ça regarde ici, on trouve une couleur en RGB. Ça, c'est un pixel rose sur l'écran. Ça, c'est 11S1. Ça, c'est ici, noir. Un autre exemple, 0,1 de S1, parce que c'est un sprite de palette 1. On le met à l'écran. Et voici la fin de la partie technique. Alors, on a 5 minutes supplémentaires. On va parler du développement. Au cas où vous soyez intéressé pour le développement sur Game Boy, alors il y a des outils très pratiques, il y a des outils en ligne de commande que vous pouvez utiliser avec n'importe quel de vos éditeurs. Ou si vous voulez débugger, vous pouvez utiliser l'émulateur BGB qui peut marcher sur Windows, qui a été fait pour Windows, mais on peut l'utiliser sur Linux ou sur OS X avec un émulateur. Et ça, on peut voir la vidéo RAM directement. C'est vraiment très pratique pour faire des démos et voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Si vous voulez le faire marcher sur du vrai hardware, il y a par exemple le EverDrive, dans lequel on peut mettre une carte SD. Et on a 4 autres minutes, donc on va parler de mon périphérique préféré de la Game Boy, la caméra de la Game Boy. Alors, on va parler de l'appareil photo, à quel point c'est un périphérique super intelligent. Alors, on peut prendre des super photos, on peut les imprimer sur l'imprimante de Game Boy, si on va sur du papier, si vous pouvez toujours acheter ce papier. Et on peut prendre des super photos comme celle-là. Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, quelle belle photo. Chaque photo a été basée sur le LCD qui a des 48 pixels et une superbe profondeur de 2. Alors, la prochaine fois que vous allez en voyage, assurez-vous de prendre une Game Boy. N'oubliez pas votre super appareil photo de Game Boy et ce petit câble de Link on peut plus malheureusement acheter sur eBay. Merci beaucoup à tous ces gens qui ont aidé à débugger la Game Boy et m'ont aidé sur cette présentation et ces gens-là qui m'ont aidé de plein de façons différentes. Alors,
dans cette série d'ultimes conférences. C'était le 5e. Qu'est-ce qu'on aura prochainement? Alors, il devrait y en avoir un l'année prochaine, n'est-ce pas? Je vais nominer quelques conférences pour le prochain 34e. Je nomine Dominique Wagner pour nous parler des Arc Nord Archimède et je nomine Janice Harder pour la Super Nintendo, Ultimate Super Nintendo conférence. C'est votre choix, vous pouvez les faire, ou vous pouvez juste mettre un seau de glace au-dessous de votre tête, comme vous voulez. Merci d'avoir écouté et on se voit l'année prochaine.